Après les infos, c'est le retour de Charline Vanhoenacker et son équipe par Jupiter avec l'économiste Thomas Piketty. France Inter, il est 17h. Le flash, Laetitia Gaillet. 9400 à Paris, plusieurs centaines, voire quelques milliers dans les villes, en région. La journée pour le climat, à la veille du sommet de l'ONU à New York, a fait recette aujourd'hui chez les jeunes en France. Au fil des semaines, la jeunesse entend bien faire entendre sa voix sur un dossier qui la concerne au premier chef. C'est ce qu'est venu dire Noé, élève de seconde. Il a manifesté à Lyon aujourd'hui en prenant le temps de répondre à Mathilde Limberti. Oui, moi j'ai fait la grève pour le climat, j'ai déjà fait plusieurs fois l'année dernière aussi. Ouais, non, j'ai pas été en cours, je suis resté là toute la matinée à partir de 11h pour commencer à organiser un peu, préparer les pancartes, le caddie. On a quelques plantes, on a des petites pancartes aussi qui vont avec. On a des arbres, on a marqué dessus convoi exceptionnel pour le climat. Créativité, peignant envers une planète grise, solidarité, c'est l'heure de la révolution aux arbres citoyens. L'idée de cette manifestation, c'était pas de s'apitoyer sur notre sort comme on le fait à chaque fois, mais un peu plus de voir notre futur, mais des pancartes qui montreraient vraiment ce qu'on voudrait comme futur. En Allemagne, la marche pour le climat a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes à Berlin, porte de Brandebourg. Du côté du gouvernement, la coalition a fini par accoucher d'un plan de protection du climat. 100 milliards d'euros vont y être consacrés d'ici 2030. Parmi les mesures annoncées, l'Allemagne s'est fixée pour objectif de mettre sur les routes 7 à 10 millions de voitures électriques d'ici 10 ans, avec à la clé 1 million de stations de recharge installées dans tout le pays. Le gouvernement entend aussi favoriser le ferroviaire pour éviter le recours au vol intérieur. L'interdiction aussi est prévue pour le chauffage au mazout d'ici 2026. Il s'agit clairement d'inciter les Allemands à réduire les émissions polluantes et combler le retard pris. La marche pour le climat aujourd'hui, une autre est prévue demain à Paris. Force ouvrière appelle également à défiler contre la réforme des retraites et les Gilets jaunes se sont aussi donné rendez-vous dans la capitale demain. 3 manifestations dans Paris, donc le même jour. Voilà qui oblige la préfecture de police à renforcer ses effectifs, d'autant que certains groupes ont appelé à perturber les manifestations. Didier Lallemand avec Emmanuel Leclerc. J'ai entendu cette rhétorique guerrière qui, sur les réseaux, consiste à dire « nous ne lâcherons rien ». J'allais vous dire à peu près la même chose. Nous serons là, de la même façon, pour que la vie qui s'écoule tranquillement autour de nous se passe de la même façon demain. Il ne doit pas y avoir d'interruption, de destruction de commerce ou de feu de toute nature qu'elle soit. Il y aura des niveaux de mobilisation des fonctionnaires et des militaires identiques à ceux du 1er mai. Je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétude de la part des uns et des autres. C'est normal. Quand on lit ce qui se voit sur les réseaux, ce qui est produit sur les réseaux, ces appels à la destruction, à l'insurrection, à la casse, il y a de quoi être inquiet. Mais je voulais simplement dire que ce n'est pas une journée tout à fait normale pour nous demain, mais c'est une journée habituelle de ces samedis où on nous menace des pires destructions. Nous serons en capacité, notamment grâce aux braves motos, à immédiatement faire cesser à quelque endroit de Paris que ce soit les troubles et les destructions susceptibles d'intervenir. À noter dans le détail, les manifestations sur les Champs-Élysées seront interdites. L'Arc de Triomphe sera fermé ainsi que plusieurs bâtiments officiels. 7500 policiers et gendarmes seront déployés. Des pompiers à moto seront dotés de moyens d'extinction pour des interventions rapides. De leur côté, Attaque et Solidaires ont déjà fait savoir qu'ils maintenaient leur rassemblement demain matin, place de la Madeleine à Paris, et ce malgré l'interdiction de la préfecture. Il n'y a pas que dans la capitale que la situation risque d'être tendue. À Nice, le tribunal de grande instance a décidé aujourd'hui d'annuler sa participation aux Journées du patrimoine par crainte de débordement lors de manifestations demain. 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende pour Jean-Luc Mélenchon. Des amendes pour les 5 autres élus de la France Insoumise qui étaient poursuivis pour rébellion lors de la perquisition l'an dernier du siège du parti. Ce sont les réquisitions aujourd'hui du parquet de Bobigny. Tout ça pour ça, ou tout ce souk pour ça. Réaction de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui à la sortie du tribunal. Les syndicats d'Excel Airways dénoncent aujourd'hui le poids des taxes et la guerre des prix. C'est ce qui a conduit la compagnie aérienne au dépôt de bilan. Le SNPL, le syndicat de pilotes, évoque un combat inégal entre les compagnies. Il redoute une hécatombe dans le secteur. C'est la 2e compagnie aérienne en difficulté en quelques semaines après Aigle Azur. Le patron d'XL Airways déclare, lui, aujourd'hui que sa compagnie a besoin de 35 millions d'euros pour repartir. Un adolescent de 14 ans est mort ce matin pendant un cours d'EPS à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Il s'est effondré brutalement. On ignore pour l'instant les origines de son
malaise. 30-10, le Japon réussit son entrée dans le mondial de rugby. Le pays hôte de la compétition a battu largement la Russie ce matin pour le match d'ouverture, et ce, pour le plus grand bonheur des Japonais qui découvrent le sport. Fanny Le Chevestrier. Et ce n'était pas gagné d'avance, l'ambiance a démarré très timidement dans le centre-ville de Tokyo. Les Japonais sortaient à peine du travail quand le match a commencé et les bars diffusant du rugby ne sont pas encore légion ici. Et quand on a fini par trouver une place, là les Japonais ont été refroidis d'entrée par un essai des Russes. Peur et cris qui vont avec. Mais peu à peu, les Brave Blossoms, les joueurs de l'équipe nationale ont redressé la tête et l'enthousiasme a vite gagné les travées en bois du bar. La bière est dedans. Yoshi, encore en costume cravate, est aux anges. C'était une super victoire, vraiment bonne, une belle victoire du Japon, je suis fier. Le Japon va devenir le numéro 1, c'était vraiment un super moment. Un peu plus loin, Kohoni savoure ce moment important pour lui pour montrer une autre image du Japon, dit-il. J'ai joué un peu au rugby à l'université il y a quelques années. Je suis très heureux aujourd'hui de voir la Coupe du Monde dans mon pays. Je suis fier, vraiment. Et j'espère que vous et tous les étrangers allez voir qu'on vit, qu'on s'amuse beaucoup au Japon durant cet événement, qu'on s'enthousiasme pour la Coupe du Monde. Et les étrangers, les Français notamment, très présents ce soir dans les bars, ont visiblement apprécié l'engouement. Ils ont même donné de la voix. Déjà prêt pour la suite demain et un certain France-Argentine. À Tokyo, Fanny Le Chevestrier, France Inter. Et ce sera à 9h15 et n'oubliez pas l'Euro de volley France-Italie 19h30 aussi. 17h06 sur Inter. Tous les vendredis à partir de 20h sur France Inter. Pas son genre, l'hebdo qui parle des femmes et des hommes, du genre et des normes. Julia Foyce. Cette semaine, on parle de femmes qui tuent, de femmes qui cognent, de femmes qui jouissent aussi. À la télé, dans les séries, pas dans la vraie vie. Pas son genre. C'est ce soir sur France Inter, à partir de 20h. France Inter aime Homeless Songs, le nouvel album de Stéphane Echer. Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Stéphane Echer, en tournée dans toute la France et en concert du 18 au 20 novembre à l'Opéra Comique à Paris. Les paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là. Retrouvez Homeless Songs, le nouvel album de Stéphane Echer, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Dans un climat serein par Jupiter nous atteint à cette heure-ci de la journée. Oui, Laetitia Gaillet. Nous avons rebaptisé cette émission les vendredis de l'économie. Ah bon Oui, pas les vendredis du climat, pas du tout. Oh, on a reçu Daniel Cohen, François Langlais, aujourd'hui Thomas Piketty. C'est les vendredis de l'économie. Ah oui, c'est là. Ouais, mais vous savez, c'est poilant l'économie aussi. Hein. Allez, venez, on va se marrer. C'est parti. ce matin, 11h, à la cafétéria de la Maison de la Radio. Ouais, ok, un petit café, mais vite fait, Alex. Hein. Il me reste encore 853 pages du livre de Thomas Piketty. Ah, t'inquiète, moi je touche un peu ma bille en écho. Tu veux une viennoiserie? Ah, surtout pas. Il faut vraiment que je sois en forme tout à l'heure, là. Oh. Il y a encore 852 pages. Non, mais tu lis et tu me parles en même temps. Bah, disons qu'il y a une des deux activités qui m'encombre moins le cerveau, tu vois. 851. Il y a beaucoup de graphiques, ça se lit vite, hein. 850. Oh, et tu sais pas ce qui m'est arrivé cette nuit? Bah non, mais tu vas me le dire. Ah, mais j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé qu'on était tous là dans le studio avec Piketty, là, voilà, et que je passais complètement à côté de l'interview. Et tu lui demandais n'importe quoi. Ah bah, tu crois pas si bien dire. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour Charline. Thomas Piketty, vous êtes né à Ibiza en 1932. À quelques années près. Oui, pardon, vous êtes économe. Presque économiste. Miste, oui, c'est ça. Et donc vous estimez que les pauvres ne prennent pas assez conscience de tirer les autres vers le bas. Je pense que vous n'avez pas compris toutes les subtilités de mon livre. Un livre? Mais quel livre? Vous n'êtes pas là pour la dame de chez Maxime? Oh, dites donc, on est loin du moment de grâce. Hein. Ah oui, certainement. Alors, Thomas Piketty, sinon ce nouvel album, est-ce que ce serait le disque de la maternité? Oula, ça a bien changé France Inter. Hein. Je vais aller sur Énergie. Mais non! Et là? Ah bah là je me suis réveillée. 848 pages. Ah en effet c'est chaud c'est vrai. Ah du coup je vais bosser comme une dingue pour être au taquet à 17h. Moi je déteste arriver en studio et pas tout savoir de l'invité. Moi, oh ça va, j'arrive bien à gérer ce vertige. C'est ce qu'on appelle la compétence. Oui, ou la confiance en la magie du moment. France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour: on ne fait pas d'open space sans casser les murs. Et voici le programme des festivités. La compétition s'installe dès la maternelle, car les inégalités s'installent déjà quand on a 5 ans. Et c'est-à-dire que la lutte des classes commence quand on s'assied dedans. Jackson, qu'est-ce qu'il fait ton père comme métier? Chômeur. Tu voudrais pas être chômeur toi quand tu seras plus grand?
Non, je voudrais pas le chômeur. Quand je serai grand, je voudrais le chômeur maintenant. Ceux qui réclament plus de partage ne voient-ils pas que nous baignons dedans? On partage notre appartement avec Airbnb, on partage les vélos, on partage l'espace de travail. Un partage marchandisé, certes, on partage même un truc très très sacré, la bagnole, pour connaître les joies du covoiturage. Allez, faites pas la tête, monsieur. Je fais pas la tête, c'est juste que moi au départ quand j'ai tapé Vanessa pour le covoiturage, c'était pas pour tomber sur les 2B3. Les quoi? Les 2B3. L'application qui scanne les plats préparés pour révéler les informations nutritionnelles a fait une victime, Intermarché. Obligé de modifier la recette de 900 produits. Le supermarché a retiré 142 additifs. Bon, alors est-ce que c'est meilleur? Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Alex Vizorek, oui. Nous sommes vendredi, c'est donc un carteron de chroniqueurs. Oh là là, vous le dites bien, et c'est surtout une belle équipe. À 17h20, il vient pas souvent, mais quand il vient, il prend tous les risques. C'est d'ailleurs dans les mêmes termes que son coiffeur parle de lui. C'est Thomas VDB, bonjour. Absolument, bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre à regarder toutes les choses qui se passent dans le monde, mais uniquement sous l'angle de la bonne nouvelle. Très bien, Thomas VDB. À 17h30, celle qui va très vite pouvoir nous donner des nouvelles de Charles Gérard. Dites-moi juste qu'il boit des coups avec André Pousse et Robert Dalban au paradis des seconds rôles géniaux. Bonjour Christine Gonzalez. Je sais pas de qui vous parlez. Ah bah écoutez, c'est un grand acteur français qui nous a quittés hier. Ah voilà, la star littéraire dans l'au-delà cette semaine, c'est Françoise Sagan. Je vais la joindre, mais vous savez à quel point elle n'est pas facile en interview, donc je vais faire de mon mieux. Motivée, Françoise? C'est une question... J'ai même pas... Je sais pas, complètement égal. Mais ça donne envie d'attendre. 17h40, celle qui ne voit pas toujours la vie en rose, mais qui en revanche boit la vie en blanc et en rouge, c'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Je sais pas. J'ai fait ma Françoise Sagan. Mais tant que vous le faites avec cette voix-là, ce sera très bien. À 17h55, évidemment, quand il est en désaccord avec l'actu, il place des accords dessus. Le barde de l'émission, Frédéric Fromet, viendra nous chanter sa chanson. Et voici celui qui va éclairer notre open space. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes... Thomas Piketty. Oh oui. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, les vendredis de l'économie. Par Jupiter. Ah, j'ignorais qu'il existait à présent un jingle. Bien joué. Merci François Audouin à la réalisation. Thomas Piketty, bienvenue. Nous sommes très très heureux de passer cette heure entre votre compagnie. Vous publiez un ouvrage intitulé Capital et idéologie paru au Seuil. On a déjà eu l'occasion de vous entendre sur cette antenne, notamment dans la matinale. Il est difficile d'avoir échappé à votre ouvrage qui a une très vaste couverture presse et médiatique. Vous expliquez, je vais donc résumer 1250 pages en deux phrases, sous votre autorité, les inégalités ne sont pas naturelles, les inégalités existent car elles sont organisées, on peut dire, et légitimées, et ce sont les idéologies qui se chargent de les justifier, de les légitimer. Est-ce que pour l'instant... Voilà. Ouais. Est-ce que lorsque un chef de l'État dit on a besoin de premiers de cordée pour tirer tous ceux qui sont derrière, et qu'on parle de ruissellement, c'est-à-dire que l'argent des plus riches va ruisseler, va pleuvoir sur ceux qui sont en bas, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment une manière de justifier les inégalités, par exemple? Voilà, c'est un exemple typique d'une idéologie qui... Ça veut pas dire, le fait que ce soit une idéologie ne veut pas dire que tout est faux, tout n'est pas vrai non plus. Il y a toujours un semblant de plausibilité dans toutes les idéologies. Bon, celle-là, elle me semble quand même particulièrement foireuse dans la situation où on est actuellement. Et je crois que voilà, tous les gens qui ne se sont pas reconnus dans cette description des premiers de cordée, tous ceux qui n'ont pas eu l'impression d'être un premier de cordée, n'ont pas tellement aimé cette façon pendant 2 ans d'expliquer que voilà, on allait tout faire pour eux. Et ça a conduit en partie à ce qu'on a vu l'année dernière avec la crise des Gilets jaunes. Mais après, chacun a ses mots. Bon, le Trump, lui, il parle beaucoup, c'est les job creators. C'est-à-dire, il dit les milliardaires, c'est les créateurs d'emplois, c'est ceux qui vous apportent des bienfaits, qui vous tirent vers le haut. C'est un peu comme les premiers de cordée. Et donc, voilà, prosternez-vous, quel que soit le nombre de zéros, ce sera jamais assez, compte tenu de tous les bienfaits qu'ils vous apportent. Il y a quelque chose d'excessif, disons, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans ces idéologies, dans l'histoire, moi, ce que je montre, c'est qu'elles essayent... Il faut toujours qu'elles aient un minimum de plausibilité pour se maintenir un petit peu.
Mais voilà, ceux qui ont un avantage à un moment donné ont toujours tendance à en faire un peu trop et à tirer un peu loin. Et en l'occurrence, là, je crois que quand on scrute notre de près, jeune président, il a été un peu loin dans son truc. Quand on scrute de près, comme vous l'avez fait, on déconstruit assez facilement ce... c'est ça le but, c'est de montrer, je prends un recul historique, je montre beaucoup de sociétés qui avaient des discours comme ça à un moment donné du temps, et puis ensuite, au-delà de la société occidentale d'ailleurs, par rapport au précédent ouvrage Capital, vous avez élargi. Donc je parle beaucoup de l'Inde, qui est un cas très intéressant, parce que parfois on s'est raconté que voilà, l'Inde adorait l'inégalité, les castes depuis toujours, alors qu'en fait, quand on regarde les choses dans le détail, on rend compte que c'est pas mal au moment de la colonisation britannique, que les Britanniques s'amusent à mettre les Indiens dans des boîtes et s'amusent à les mettre dans des castes qui parfois ne correspondaient pas du tout à la réalité sociale de l'Inde avant. C'est comme si un colonisateur indien s'était pointé en Europe et avait dit tiens, je vais mettre les vendangeurs catalans, les nourrices bretonnes, les ouvriers danois à l'échelle de l'Europe, parce que c'est grand l'Inde, et je les mets tous dans des boîtes comme ça, puis je leur distribue après des droits, des devoirs en fonction de la boîte où je les ai mis. Vous faites ça pendant un siècle et à la fin vous avez fini par créer de la rigidité dans les catégories qui n'étaient pas forcément là au départ. Donc, après, ça peut se déconstruire. Mais donc, elles ne sont pas naturelles. Non, c'est pas naturel. Pour résumer, et ça change toujours beaucoup plus vite que ce que les groupes dominants, à un moment donné du temps, croient toujours que c'est intangible, que rien ne peut changer, etc. Puis tout finit toujours par s'effondrer très vite. Donc, le message, c'est il faut se préparer aux effondrements suivants. Et il faut regarder la suite. Vous n'auriez peut-être pas choisi la métaphore du premier de cordée, mais le ruissellement, il est très concret dans ce que vous proposez. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus riches que d'autres et vous proposez le relèvement des taux d'impôt sur les tranches supérieures, c'est une forme de ruissellement. L'héritage pour tous, c'est-à-dire que vous proposez de redistribuer après. C'est ce ruissellement-là qui ne fonctionne pas aujourd'hui, mais dont vous proposez une autre il faut le faire fonctionner. Réflexion. Donc oui, moi je dis, l'héritage pour tous, c'est 120 000 € pour tous à 25 ans. Et alors j'ai en taxant les droits de succession. Alors effectivement, jusqu'à quelqu'un qui a 1 milliard d'euros de patrimoine, il va redescendre à 100 millions dans mon système. Mais il restera quand même 100 millions. Et alors, j'ai des libéraux qui disent c'est liberticide votre truc, celui qui a 1 milliard descend à 100 millions, et ils se contrefoutent complètement que par contre, les enfants de pauvres, la moitié de la population qui actuellement n'hérite de rien du tout, va avoir 120 000 €. Et même, ça les fait flipper. Donc, ils disent, moi j'ai eu des gens la semaine dernière, le journal L'Opinion, qui se dit très libéral, qui disaient, mais quand même, là, 120 000 €, est-ce qu'il faudrait pas un peu cadrer le truc? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et par contre, les gens qui reçoivent des millions d'euros, ça c'est très bien. Donc voilà, des gens qui s'appellent libéraux, en fait, c'est des libéraux très élitistes et très très autoritaires qui veulent, dès que la liberté concerne les enfants de pauvres, là ça les inquiète beaucoup. 120 000 qui leur tombent dessus comme ça, on ne sait pas s'ils vont pouvoir gérer. Mais toutes ces solutions, est-ce qu'elles sont plausibles avec les frontières? C'est-à-dire que si on décide que la France, on vote pour quelqu'un qui pense comme vous, ou le programme économique est celui-là, il y a plein de gens qui vont déménager. Mais d'abord, ils sont pas obligés de partir avec leur immeuble sous le bras et Non, mais si vous voulez, tout ça, c'est des choses qu'on construit. On part du principe qu'on peut s'enrichir sur le système éducatif d'un pays, les infrastructures d'un pays, et puis qu'après, on a un droit sacré à se barrer avec le truc sous le bras sans payer le moindre impôt. Oui, mais l'homo economicus va instinctivement le faire. Dis donc, ça va, Léa Salamé, on va se calmer. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'on l'autorise? Est-ce qu'on l'autorise? Oui, mais si vous voulez, tout ça, c'est une construction. En l'occurrence, dans les années 80-90, c'est vrai qu'on a mis en place un système de libre circulation des capitaux sans aucune régulation commune, sans impôt commun. Et après, on s'étonne, on dit ah ben mince, là, on peut plus rien faire, on sait plus qui possède quoi, on est perdu. Mais sauf que ce système, il n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire, ce sont des accords internationaux qu'on a signés. C'est un truc super sophistiqué parce que pour réussir à bouger votre droit de propriété d'un pays à l'autre sans que personne puisse savoir qui possède quoi, le truc a été construit pour que ce soit comme ça. Et donc, il faut le déconstruire et le reconstruire autrement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait semblant de faire maintenant, parce qu'on se rend compte quand même, aussi bien aux États-Unis, en Europe, qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés par la mondialisation telle qu'elle fonctionne, donc ça finit par faire un peu peur. Donc on fait semblant, parfois au niveau de l'OCDE, d'essayer de faire des accords d'échange automatique d'informations pour savoir qui possède quoi où, mais en fait il faudrait le remettre au cœur des traités qui nous unissent, par exemple en Europe, ce qui est pas encore le cas actuellement. Mais tout ça, ça peut être changé. Thomas Piketty, une petite question avant de passer à la musique. Par exemple, l'Obs dit le dernier livre de Thomas Piketty fait 1232 pages. On l'a résumé en 1232 caractères. Vu qu'énormément de journaux, de médias ont résumé votre ouvrage Capital et idéologie, est-ce que vous pensez que le boulot était bien fait, que vous avez été bien compris ?
Par qui? Par l'Obs par tous les médias. C'est un ouvrage conséquent, donc il faut Moi, je trouve qu'il y a certaines réactions, par exemple dans les Échos ou dans l'Opinion, qui illustrent parfaitement la thèse du bouquin sur l'aveuglement idéologique, la sacralisation. Ils disent que vous êtes dangereux, carrément. Oui, non, mais pour eux, ce qui est dangereux, c'est pas que les enfants de pauvres vont avoir chacun 120 000 euros. Ça les indiffère, ou peut-être que ça les inquiète. Ce qui les inquiète, en fait, c'est uniquement que celui qui a 1 milliard n'est plus que 100 millions. Ça les fait complètement flipper. Mais bon, c'est un choix sur... Après, les Échos, c'est le journal de Bernard Arnault. Oui, mais vous savez, il y a 10 ans, moi je me souviens, les journalistes des Échos, ils appelaient tout le monde au secours, et y compris moi, j'avais signé leur pétition pour les soutenir, parce qu'ils ne voulaient pas se faire racheter par Bernard Arnault. 10 ans plus tard, ça les a conduits. Thomas Piketty qui publie Capital et idéologie, paru au Seuil. Il est avec nous jusqu'à 18h, les amis. Vous êtes sur France Inter. Pas facile, gagner l'argent français, bosser. Pas facile, gagner l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français, bosser. Pas facile, gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser. Pas facile, gagner l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français, bosser. Pas facile, gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, pas facile, gagner l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, pas facile, gagner l'argent français. Français, bien sûr, pour Thomas Piketty. Mamani Keïta, c'est le choix, la programmation musicale de Djoubaka. Et découvrez Djoubaka, l'artiste, car il expose en ce moment ses collages issus d'images de la presse du 19e siècle, des gravures donc, à l'époque de l'art, de l'histoire, de la subversion, bien sûr, c'est Djoubaka. À voir jusqu'au 12 octobre à la galerie Les Yeux Fertiles, 27 rue de Seine à Paris. Et sinon, il est aussi sur Instagram, Mr. Job, bien sûr, et ses collages. Thomas Piketty est avec nous pour nous parler de son ouvrage Capital et idéologie paru au Seuil. Et autour de Thomas Piketty, Alex ? Eh bien, par ordre d'arrivée, Thomas VDB, Christine Gonzalez, Juliette Arnaud et Frédéric Fromet en fin d'émission. On se met d'équerre sur l'info. C'est prêt ? Ça. Je suis très inquiet de ce qui se passe avec la politique. Moi, je ne fais plus de politique. Le journal de presque 17h17. La blague est drôle quand même. La blague est pas drôle.
On commence par les titres. Éric Zemmour a été définitivement condamné pour des propos anti-musulmans. Oui, il pourra toujours se réconforter en se disant que ça valide sa thèse comme quoi les gens nés en Algérie ont forcément des condamnations dans leur casier. Jérôme Cahuzac a postulé pour travailler au CHU de Bonifacio. Alors le mec il dit qu'il veut travailler et pour ça il choisit la Corse. Quel escroc. Elle est vraie. Oui, ça c'est du travail, c'est vrai. Voilà. Et on commence par l'invité de la matinale de France Inter. Et oui, quand c'est pas vous, Thomas Piketty, c'est Alain Finkielkraut. C'est une semaine sur deux. Ali Badou le recevait ce matin et bonne idée, il l'a interrogé sur Greta Thunberg. Je trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Je crois que l'écologie mérite mieux. Voilà. Ensuite, quand un auditeur légèrement cynique... Ah ouais, ça c'est le problème des auditeurs de France Inter. C'est le problème des auditeurs de France Inter, c'est le cynisme. Il a demandé quel jeune intellectuel pourrait prendre la relève d'Alain Finkielkraut. C'est une question délibérément hostile. C'est une question qui témoigne du seul racisme autorisé aujourd'hui, à savoir la gérontophobie. Dès qu'on est un peu vieux, il faut qu'on dégage. Voilà. Mais enfin, on a eu l'explication de toute la pensée finkielkrautienne. Le prétendu scandineux que je suis a pris du LSD. Le LSD, voilà, il a pris du LSD. Tout s'explique. Fallait pas s'arrêter d'en prendre. Le nouvel humoriste, le nouvel humoriste du vendredi, vraiment très 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 drôle. Allez, d'un gueulard à un autre, en marge de son procès, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Je n'irai pas en prison ». Oui, à l'époque, il avait aussi dit qu'il avait toutes ses chances de remporter la présidentielle. Alors au cas où, j'espère qu'il n'est pas claustrophobe. L'avocat des policiers, Xavier Dupond-Moretti... Non, Eric. Oui, Vous avez confondu avec Xavier Dupond-Moretti. Oui, je pense aussi. C'est pas gentil. Éric Dupond-Moretti a lancé... Je suis troublée du coup. À Jean-Luc Mélenchon, quand on vote les lois de la République, on les respecte. Oui, et ce fameux Éric Dupond-Moretti, c'est le même avocat que celui de Patrick Balkany. Et donc la plaidoirie a changé. J'ai bien réussi celle-là, c'est vendredi. Oui. Alors justement, Isabelle Balkany raconte qu'elle a pu rendre visite à son mari en prison et que celui-ci lui a confié que la bouffe était immonde. Et oui, les conditions pénitentiaires seraient meilleures si tout le monde payait ses impôts. À propos d'indigestion, toujours, programme télévision. Oui, Pascal Praud a séché son cours de yoga et de self-control la semaine dernière. Résultat, en pleine émission sur CNews, il s'adresse à une chroniqueuse. Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Annulez le café. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Une camomille. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Regardez-vous. Alors, faut plus venir. Camomille. Moi, j'essaye de prendre de la légèreté et de faire circuler la parole. En permanence, vous contrez. Laissez parler les gens. Mais oui, s'il avait gueulé comme ça sur les joueurs quand il bossait au FC Nantes, ils n'auraient pas eu les mêmes résultats. Camomille. Sport, justement, oui. C'est aujourd'hui que démarre la Coupe du Monde de rugby au Japon. Oui, ça va leur faire bizarre aux Japonais de voir des types de plus de 150 kilos se foutre sur la gueule sans qu'ils se baladent en string dans un cercle. People annoncé par surprise hier soir, un nouvel album inédit de Johnny Hallyday sort le 25 octobre. Et oui, on sent bien que Laetitia a envie de s'y prendre tôt pour faire ses courses de Noël. Allez, les brèves. 7 escrocs présumés sont devant le tribunal. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé un masque en silicone reproduisant le visage de Jean-Yves Le Drian et d'avoir tenté d'obtenir des fonds en invoquant des opérations secrètes. Ah, c'est malin, ça. Oui, en plus que si j'avais dû prendre une personnalité politique et reproduire le visage en silicone, j'aurais choisi Rachida Dati, bien évidemment. Et la dernière, la Seine-Saint-Denis, a pris un arrêté interdisant l'usage de pesticides. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver de la bœuf 100% bio. Merci Alex. Thomas Piketty à notre compagnie et on va reparler des inégalités qui s'installent dès l'école maternelle. C'est la conclusion d'un groupe de sociologues au terme de 5 ans d'études dans un livre de 1200 pages, suivez mon regard, intitulé... Ils s'y sont mis à plusieurs. Hein. Oui, c'est vrai. Enfance de classe, il s'intitule, qui explique que dès l'âge de 5 ans, une partie de notre destin est scellée en fonction de notre environnement familial. Il y a la taille du logement, la nourriture qu'on mange, la critique qu'on fait de la télévision, les vêtements qu'on porte et bien entendu l'aide des parents pour les devoirs. Mais je comprends rien aux maths. Michel part de Caen à une vitesse de 120 km/h et arrive à Saint-Étienne à 18h. À quelle heure est parti Michel, sachant qu'il s'est arrêté pendant 1 heure? Bah oui, c'est facile. Tu prends le... Et ils disent pourquoi il va à Saint-Étienne? Donc de là à Caen, il y a 300 bornes. Et le mec, il s'arrête pendant 1 heure. Ouais, il a dû s'acheter un sandwich triangle. Mais non, mais si. Tu comprends pas?
Si, je comprends, si, c'est que le gars il roule, il part de là et on fait de la bio. Extrait du Palma Show. Ouais, on n'est pas tous égaux devant les devoirs, en effet. Alors, il y a les enfants qui vivent dans une réalité augmentée, nous disent ces sociologues. Ils peuvent partir au ski, il y a une maison de campagne, la nourriture saine, ils vont au musée. Et les enfants qui vivent dans une réalité diminuée. Alors, ça semble être effectivement une évidence, que l'enfance, semble-t-il, ne soit pas un sujet de prédilection de la sociologie, et que ce soit l'un des domaines qui soit le moins exploré. Mais on a vu en plus le cas récemment d'élèves qui ont été mis au pain et à l'eau à l'école pendant 1 an parce que les parents n'avaient plus les moyens de payer la cantine. Alors ça, c'est un point de vue de sociologue. Est-ce qu'un économiste fait le même constat et mesure l'impact des conditions sociales dans lesquelles vivent les enfants dès la maternelle? Est-ce que ce sujet vous interpelle? Oui, non, ce qui est nouveau dans ce livre, c'est qu'il regarde vraiment au plus jeune âge. Il y avait beaucoup de sociologues qui avaient regardé les inégalités primaires, secondaires, supérieures, etc. Mais c'est vrai qu'eux, ils font vraiment une enquête au plus jeune âge et c'est vraiment passionnant. Moi, ce que j'ajouterais à ça, c'est que du point de vue de ce que fait l'État et la collectivité, la façon dont on organise les ressources, en fait, on se retrouve, malgré toutes les affirmations contraires, souvent à accentuer cela. C'est-à-dire, si on regarde, là, c'est un point de vue très monétaire, mais quand même important, c'est le salaire moyen des enseignants. En fait, il est d'autant plus élevé en pratique que vous êtes dans une école avec un pourcentage d'enfants favorisés. Pourquoi ? On prétend qu'on a des primes pour ceux qui vont dans les zones prioritaires. Sauf qu'en fait, en pratique, vous avez d'autres effets qui contrecarrent ça, qui est que dans les quartiers les plus défavorisés, par exemple Seine-Saint-Denis, vous avez beaucoup plus d'enseignants vacataires, contractuels, vous avez plus d'enseignants en début de carrière. Et pour finir, si vous prenez en compte tous les effets ensemble, et vous regardez salaire moyen des enseignants en fonction de, est-ce que vous êtes en fonction du pourcentage d'enfants de classe favorisée dans l'école, bah ça monte tout du long, et c'est au lycée Henri IV ou dans les établissements de centre-ville, que ce soit d'ailleurs au primaire, au secondaire, supérieur, où vous avez les enseignants qui sont en moyenne sont le mieux rémunérés. Donc là, on marche sur la tête. Et de façon générale, sur la question de la justice éducative, c'est une question sur laquelle on continue de fonctionner. Un peu comme, un peu comme quand l'impôt était organisé sous l'Ancien Régime, où, vous savez, on affermait les impôts par région, puis après on laissait des fermiers généraux répartir. Alors, je dis pas que les inspecteurs de l'éducation nationale, c'est exactement la même chose, mais disons, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi, pour résumer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on cherche pas de façon transparente, mesurer combien on a effectivement alloué de ressources éducatives finalement aux personnes dont les parents sont dans tel ou tel niveau de revenus, tel ou tel niveau social. Et si on le faisait, je crois je sais pas qu'on résoudrait tous les problèmes, mais on se rendrait compte que le système marche sur la tête et qu'on serait obligé quand même de se donner des objectifs vérifiable. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que tout le monde se sent concerné par ce problème de l'injustice en matière éducative, mais on ne sait pas comment mesurer les progrès. On a des discours contradictoires, les gens vont toujours vous dire, mais si, regardez, on a fait ces primes incroyables en ZEP, mais sauf que si on regarde concrètement les chiffres, et il y a une jeune chercheuse à l'école d'économie de Paris, Asma Benanda, qui a fini sa thèse sur la question et qui a vraiment regardé les fichiers de paye de la fonction publique, qui regarde, en prenant en compte les primes, l'ancienneté, en fait, on fait le contraire de ce qu'on prétend faire. Donc, il faut se donner les moyens de vérifier tout ça et qu'on puisse se mobiliser en tant que citoyen pour mettre la pression pour qu'à la fin d'un quinquennat, ces choses-là aient changé. C'est un des volets d'ailleurs de votre ouvrage sur la justice éducative. Vous expliquez aussi qu'on met plus de blé dans les classes prépa que dans les universités. 3 fois plus par élève. Et donc, au total, attendez, les 10% des enfants qui ont le plus d'investissement éducatif vont avoir, au cours de leur scolarité, 200 000 euros d'investissement. Et ceux qui quittent l'école à 16 ans vont avoir 60 000. Ceux qui font à l'université vont avoir 120 000. Donc, pour le coup, c'est pas l'héritage pour tous, c'est le double héritage pour ceux qui sont tout en haut, qui vont recevoir comme ressources publiques 2 fois. Donc là c'est pareil, ça va pas. C'est tout ça dans Capital et idéologie, paru au Seuil, de Thomas Piketty, avec ce volet aussi sur l'éducation. On va aborder les autres volets tout à l'heure avec vous, Thomas Piketty. En attendant, Thomas VDB est avec nous. On est parti. On va cramer. C'était pas 4 mais plutôt 7 degrés. Les scientifiques ils s'étaient bien trompés. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Préparez-vous à beaucoup transpirer. Alors ça y est, c'est officiel. Des experts français du GIEC l'ont dit par rapport à la hausse de température attendue pour 2100. Donc en fait c'est plus 7. C'est plus 7 degrés, ils ont recalculé, ils ont fait 2, 1, 3 et 4, 7, voilà, ça fait 7 degrés de plus. Donc Jair Bolsonaro plus Donald Trump plus Emmanuel Macron moins Greta Thunberg, ça fait 7, voilà, c'est ça. Total plus Amazon plus LVMH moins Marion Cotillard, 7, on tombe toujours sur le nombre 7. Alors moi ça tombe bien parce que 7 chez mon chiffre porte-bonheur, c'est vrai, il y avait les 7 merveilles du monde, il y avait les 7 péchés capitaux, maintenant il y a les 7 degrés de l'apocalypse. Et donc c'est le porte-parole du GIEC qui l'a dit, le porte-parole
du GIEC, pour moi, c'est un petit peu le nouveau François Molins. François Molins, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le procureur de la République. C'est lui qui parle aux caméras de télé après chaque attentat pour dire combien il y a eu de morts et de blessés. Et ben, le porte-parole du GIEC, c'est pareil, il est là que pour les mauvaises nouvelles. Vraiment, les gars, on n'a jamais trop envie d'entendre ce qu'il a à nous dire. C'est des gars, François Molins ou le gars du GIEC, dès qu'il l'ouvre, t'as envie de te boucher les oreilles. T'as pas envie vraiment de les écouter. Bon, maintenant, je me dis peut-être que les gars du GIEC, ils ont exagéré les chiffres exprès pour nous inquiéter vraiment. Parce que c'est vrai que quand ils ont prévenu qu'on allait passer à 4 degrés de plus, c'est vrai que le gouvernement, ils ont interdit les touillettes en plastique. Donc, je dirais, bon, peut-être histoire de les faire vraiment stresser, on va dire plus 7, je pense. Il faudrait peut-être qu'ils passent la seconde, là. Je pense qu'ils ont fait, peut-être. Bon. Alors, c'est vrai qu'en même temps, moi, je suis rassuré parce que j'ai vu une interview de Édouard Philippe où il disait que c'est important, j'ai vu ça cette semaine, de faire de l'écologie souriante. Et là, on se dit, il prend vraiment le problème à bras le corps. Alors, on se dit, il va vraiment falloir beaucoup sourire pour lutter contre la planète. Mais ça, voilà. En tout cas, on est entre de bonnes mains. Il a raison, Édouard Philippe, c'est important d'être écolo, mais dans la bonne humeur. Hein, ça, c'est vrai. Quand vous faites pipi sous la douche, bah, souriez. Hein, c'est tout. Quand vous mettez des déchets au recyclage, moi, ce que je conseille, c'est de chanter. Petite bouteille de lait, je te mets dans la poubelle verte. Petit carton tout mignon dans la poubelle jaune. Voilà, vous allez voir, vraiment, la planète s'en portera beaucoup mieux. Alors voilà, la bonne humeur c'est important parce que c'est vrai que c'est tout ce qui nous reste, hein. On commence à être bien rodé, j'ai remarqué, au niveau des mauvaises nouvelles, parce que j'ai remarqué ça, des mauvaises nouvelles il y en a de plus en plus et elles sont toujours de pire en pire tout le temps, que les bonnes nouvelles il y en a pas plus et quand il y en a elles sont jamais de mieux en mieux, elles sont toujours du même niveau de bonnes nouvelles. Moi par exemple ce week-end je suis allé chez mes parents et ma mère elle m'a dit tiens tu sais ton cousin Nicolas, bah il s'est marié. Voilà, bon, bah, c'est bien, je pense vraiment. Bah, pareil, cette semaine, j'ai vu la vidéo d'un média qui s'appelle Loopsider sur Internet. Alors, Loopsider, c'est un peu comme les petites vidéos du média brut. C'est des vidéos qui durent 2 minutes. Et l'avantage de cette petite vidéo, c'est vrai que tu la regardes et après, t'es absolument incollable sur le sujet, tu connais vraiment tout, tu peux vraiment te forger une opinion claire et précise, tu peux briller en soirée, alors tu peux briller pendant 2 minutes, mais bon, c'est ça quand même qui est bien. Et donc Loopsider, il titrait ça et il disait c'est une excellente nouvelle, le macareux aurait pu disparaître totalement des États-Unis, il vient de battre un record de nidification. Hein, bon. Alors le macareux, c'est une espèce d'oiseau mignon qui ressemble un peu à un pingouin. Alors nous, c'est une espèce qui était en train de s'éteindre et finalement, c'est en train de repartir. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Hein, j'ai envie de dire, les excellentes nouvelles, c'est plus ce que c'était. Hein, parce que j'ai envie de dire, c'est une excellente nouvelle, surtout si on est un macareux. Hein, parce que c'est vrai, moi, par exemple, je suis pas un macareux, donc c'est vrai que je suis content pour eux. C'est vrai que je boude pas mon plaisir que ça reparte le macareux. Je peux dire quand même, c'est bien. Mais est-ce que c'est une assez bonne nouvelle pour compenser l'angoisse des 7 degrés supplémentaires qui arrivent? Non. Hein, c'est comme si j'avais une maladie grave et vous me disiez bah fais pas cette tête, il y a mousse au chocolat ce soir en dessert. Oh, c'est bien, mais bon, c'est bon. Alors heureusement qu'il y a quand même des vraies bonnes nouvelles. Cette semaine, j'ai lu que EDF a annoncé que 6 réacteurs nucléaires en activité présentent des défauts de fabrication. Et c'est vrai que c'est un peu chiant les défauts de fabrication. C'est vrai que comme quand on achète un jean et que l'ourlet est mal fait, eh ben c'est pareil, là les centrales nucléaires, ils ont des ourlets un peu mal faits. Mais bonne nouvelle, l'article dit que EDF les juge aptes à fonctionner quand même. Ouais, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça c'est vraiment, moi quand j'ai appris la nouvelle, j'étais trop content. Quoi. Je suis là, yes, apte à fonctionner. Wouh, c'est vraiment cool. Bah, donc l'actualité, vraiment, ça dépend de comment on l'appréhende, de comment on la regarde. C'est vrai que les 7 degrés, on voit ça comme un problème, mais si ça se trouve, c'est une solution. C'est vrai, en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de la réforme des retraites. Et ben, je termine avec cette excellente nouvelle que j'ai à vous annoncer. Le problème des 7 degrés va définitivement et entièrement régler le problème de la réforme des retraites. En effet. Merci Thomas VDB et plaisir de vous voir en image aussi avec vos petits moulinets et votre enthousiasme, bien sûr, sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. Nous sommes en compagnie de Thomas Piketty. Il est avec nous. Il nous présente Capital et idéologie, paru au Seuil. Attention, si vous êtes milliardaire, cet ouvrage est dangereux. Je préfère vous prévenir. Vous écoutez Par Jupiter, France Inter. If I got to change it, I can't. My memory's cold on you. Even if I try to think of something new, I can't. The one of you,
have I got to break it? No, I can't. A broken memory of you. I've been through 100 cities, and I know where I am. I'm locked in the same direction again and again. Oh, baby, you're making me crazy. You are always on my mind. You are always on my mind. The Teskey Brothers, So Caught Up sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Thomas Piketty est avec nous, qui publie Capital et idéologie, paru au Seuil. La nouvelle du roman inédit de Françoise Sagan, Thomas Piketty, ça vous a fait des trucs dans le dos? Non, mais je suis curieux, j'ai pas lu. Oui. Oui, c'est toujours un roman qui ressort comme ça. Ouais. C'est incroyable. Eh bien, c'est le sujet de Christine Gonzalez qui est avec nous. Je m'en remets surtout à Françoise Sagan. Bonjour, comment ça va la mort? C'est pas la mort est une fin normale en soi. Là, ça fait presque 15 ans que vous n'êtes plus parmi nous. C'est comme si vous étiez toujours là. On a de la peine à croire que vous en êtes allé. Oh si, tout à fait. J'ai claqué, je crois. Oui, 15 ans, c'est peu. Et en même temps, c'est beaucoup. Pour dire que vous étiez encore sous Chirac. Oui, il est mort, le pauvre homme. Ah non, il est... Non, pas ça. Non, personne ne pense ça du tout. Oh si, beaucoup de gens. Non, bref, alors je disais qu'il s'est passé plein de trucs. Je ne sais pas ce qui serait pire pour vous, que la plupart des routes départementales soient à 80 km/h ou que la cigarette soit entièrement bannie de l'espace public. C'est une espèce de fatalité double. Et je ne sais pas si vous auriez apprécié notre époque. C'est vrai. Je considère que les gens ont une vie de chien. Ils ont bien raison de protester. Mais bon, on vous manque un peu quand même. Pas follement, non. D'accord. Non, j'ai de très bons amis. Je vis avec des gens qui me plaisent, que j'aime beaucoup. Non, ça, je suis pas quelqu'un de seul. Qui fait partie de vos proches désormais? Comme mes proches, je sais pas. J'aime beaucoup Sartre, par exemple. D'abord, on le connaît bien, celui-là. Ouais, c'est un sacré cas. J'aime beaucoup. Ah, mais moi aussi, j'aime beaucoup, mais j'évite de lui parler trop souvent parce qu'il est hyper bavard. Enfin... Bavard, pourquoi? Non, Jean-Paul Sartre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais rien, mais là, je tente de parler avec Françoise Sagan. Il faut le faire. Quant à réussir, on verra. Françoise Sagan, vous êtes là? Oui. Jean-Paul dehors. C'est absurde. Dehors. Oui. Bon, alors François Sagan, donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, que la vie ne vous manquait pas particulièrement. Je voulais aller vite en voiture, je voulais faire la fête, je voulais absolument délibérément ce qu'on appelle la vie facile. Oui, mais vous avez surtout beaucoup écrit. J'étais quelqu'un comme ça, qui se promène un peu dans la vie. J'avais envie d'écrire des livres, j'ai très mauvais d'ailleurs. Des débuts de romans que je n'arrivais pas à finir. D'ailleurs, à propos de romans que vous n'avez pas finis, oui. Bon, vous êtes au courant évidemment. Non. Si. Non. Si. Non. Le livre. Pas du tout. Mais si, la sortie. Non. Non, vous avez sorti un nouveau roman hier. Ah non, c'est une erreur. Si, j'insiste, le voici, un Sagan inédit. J'étais assez horrifiée qu'on parle de moi comme d'un objet. Bon, c'est un fond de tiroir que votre fils a arrangé. Complètement égal. C'est publié chez Plomb. Parce qu'à l'époque de Jean-Marc Roberts, les éditions Stock n'en voulaient pas. Ça m'est devenu complètement égal. Et ça s'appelle Les 4 coins du cœur. Ça vous intéresse, ça? Non, c'est une différence totale. Mais j'avais jamais pensé jusqu'à ce titre que le cœur pouvait avoir des coins. Vous l'aimez, ce titre? Je suis complètement résignée. En fait, la vraie question que je me pose, je vous livre ce qui surgit là comme ça, si le cœur a des coins, est-ce à croire que lorsque Patrick Swayze prononce cette phrase qui va marquer l'histoire du cinéma dans Dirty Dancing, on laisse pas bébé dans un coin, est-ce à croire que philosophiquement, voire métaphoriquement, il parlait de la place qu'elle prenait dans son cœur? C'est une question... j'ai même pas... Je sais pas. Pour l'instant, disons, si vous voulez, que l'ensemble des facteurs et beaucoup d'autres font que, en un sens, oui. D'accord, c'était juste pour savoir. Donc, François Sagan, c'est un roman inachevé. C'est pas un hasard. L'Obs a écrit que c'est un sacré ratage, Le Figaro que c'était inégal, Télérama que c'est maladroit. Et puis maintenant, ça m'est indifférent, mais alors d'une manière suprême.
me faire traîner dans la boue par n'importe quel journal, c'est une indifférence totale. Mais pourquoi votre fils a sorti ce livre, vous pensez? Pas mal de dettes, et puis pas d'argent, ça ne rentre plus, et puis j'ai des bonnes nouvelles, je sais pas. C'est à lui qu'il faut le demander. Bon, puis de toute façon, même un mauvais roman, ça peut pas vous tuer. Je sais pas, ça veut dire grand-chose. Je préfère que les gens le lisent et l'aiment. Si les gens l'aiment, ils le lisent, ils sont nombreux à le lire, c'est tout. Bon, je vais vous laisser tranquille, Françoise. Ah, j'ai répondu comme j'ai pu à toutes vos questions, toujours. Merci pour tout. À bientôt. Merci. Et merci Christine Gonzalez. On y était, Thomas Piketty, n'est-ce pas? Oui, Elle était là, parmi nous. Et vous avez l'ouvrage entre les mains. Merci beaucoup Christine Gonzalez. Restez avec nous avant d'écouter le choix littéraire de Juliette Arnaud. Devisons avec Thomas Piketty, toujours sur la question des inégalités, du socialisme participatif que vous proposez et de la sacralisation de la propriété qui fait partie d'un des thèmes de votre livre Capital et idéologie. La sacralisation de la propriété et du patrimoine, source d'inégalités. Et pourtant, on baigne dans le partage. On partage notre maison avec Airbnb, on partage les vélos, les bureaux en coworking, on partage du moment que ça nous rapporte du blé. Donc même la bagnole se partage. La bagnole qui semblait pourtant être le parangon de la propriété, un truc rien qu'à soi, dimension presque religieuse. Alors, espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? Tu sais conduire ou quoi, pauvre con? Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé! De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible! C'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros! C'est terrible! C'est terrible! Vincent Lindon, Francis Perrin dans La Belle Verte de Colline Serrault. La propriété privée doit cesser d'être sacralisée, dites-vous. On voulait vous emmener sur ce terrain de la propriété qui semble partagée, mais partagée dans un partage de marchandisation, que ce soit Airbnb, la voiture partagée, les espaces de coworking, etc. En fait, est-ce que ce capitalisme-là, du partage, il a permis déjà, à sa manière à lui, de désacraliser la propriété privée? Parce qu'on la monnaie, on fait rentrer des gens dedans. Oui, sauf qu'en l'occurrence, là, dans les boîtes que vous citez, on ne partage pas tellement le pouvoir. C'est-à-dire qu'à la tête des boîtes en question, il y a des types qui contrôlent tout. Donc en fait, soi-disant, on est dans une idéologie de la circulation, du partage, mais il y a des choses qu'on continue de concentrer énormément, qui est le pouvoir actionnarial avec le fondateur qui a tous les droits. Voilà, parce que, voilà, soi-disant, il a eu une super idée à 30 ans et jusqu'à 70 ans ou 90 ans, il faut que toute la planète se prosterne et que ce soit lui qui décide tout seul, y compris dans des structures énormes, ce qui n'a pas de sens, parce que je pense qu'on a besoin d'une circulation aussi du pouvoir. Et moi, c'est ça, le socialisme participatif, c'est l'idée que c'est très bien la propriété privée, tant que ça reste d'une ampleur raisonnable et qu'on n'a pas une concentration, une hyper-concentration au sein d'un petit nombre de personnes. Donc, posséder des dizaines de milliards d'euros pour une seule personne, avoir des droits de vote qui donnent le contrôle absolu sur d'immenses entreprises avec une seule personne qui aurait seule des idées pour gouverner tout ça, ça tient pas la route, quoi. Donc c'est l'idée de participation dans les entreprises, qu'on augmente le nombre d'employés qui soient actionnaires. Enfin, je pensais que c'était une idée de droite, moi, ça, la participation dans l'entreprise. Non, mais déjà, mais ce qui serait une idée de droite... Vous allez vous calmer un peu. Non, mais ce qui serait une idée de droite, c'est de faire une condition absolue. C'est-à-dire, je pense qu'il faut commencer d'avoir du pouvoir pour les salariés simplement en tant que salariés. C'est-à-dire que les représentants des salariés, en tant que tels, doivent avoir... vous avez en Allemagne, en Suède, ils ont entre un tiers et la moitié des droits de vote. C'est pas le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni. Alors en France, Hollande, il a été très audacieux, comme d'habitude. Il a créé un siège pour les salariés en 2013. Alors c'est mieux que zéro, vous direz, mais par rapport en Allemagne et en Suède où c'est la moitié depuis les années 50, et on pourrait aller plus loin que ça. C'est-à-dire, moi, ce que je propose, c'est de partir de ces expériences et de les pousser plus loin. Donc on pourrait, en plus d'avoir la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, on pourrait plafonner les droits de vote des actionnaires individuels. C'est-à-dire, dans une grande entreprise, un individu seul n'a pas besoin d'avoir plus de 10% ou de 20% des droits de vote. Bon, moi je dis pas que je connais la formule exacte, mais je pense qu'on peut s'appuyer
sur des choses qui ont été faites et qui ont marché dans un certain nombre de pays pour aller dans cette direction et éviter cette espèce d'hyper-concentration du pouvoir qui est complètement contradictoire avec l'idéologie justement du partage, du numérique, mais qui en fait en pratique est utilisée par un petit nombre d'hyper-milliardaires ou de grands patrons pour verrouiller le pouvoir. Vous proposez d'être raisonnable. Je propose d'être raisonnable. Bah oui, comme les écolos qui nous disent pour le confort, c'est pareil, soyons raisonnables. Thomas Piketty, Juliette Arnaud est avec nous et a un conseil littérature. Le livre du jour s'appelle 1947, l'année où tout commença, et on va rentrer dans ce livre par Justin Trudeau. Justin Trudeau est bien ennuyé, voilà qu'on lui ressort des vieilles photos de lui où il est grimé en noir, en gros il fait des blackface. Vieilles, c'est relatif, les photos, il y en a qui datent de 2001. En 2001, pour rappel, Beyoncé était déjà là, par exemple, et elle chantait avec ses copines qu'elle était une survivante. Vu que Justin est candidat à sa propre succession, il faut bien qu'il réponde à ces photos, et il a cette formule, et je le cite, ce n'est pas la personne que je suis. Elle est étrange, cette formule, ça me fait l'effet de « je ne suis pas raciste, au pire, je suis schizophrène, votez pour moi, bisous ». Et si je pense à lui, c'est parce que cette écrivaine, journaliste également, Elisabeth Asbrink, avait produit une enquête il y a quelques années mettant au jour les liens entre le nazi suédois Per Engdahl et Kamprad, le fondateur milliardaire d'IKEA. IKEA avait répondu en pleine jurisprudence Yann Moix, « folie de jeunesse ». En gros, j'étais foufou, ça m'est passé, acheter mes canapés, bisous. Per Engdahl, le nazi suédois, qui, dès la sortie de la guerre, œuvrait pour une internationale nationaliste, je l'ai appris dans ce livre, et avec des tas d'autres dans ce livre qui raconte une année, 1947, qui, puisqu'elle est 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, semble une année jeune. Je cite l'auteur, « juste une année vibrante, mouvante, sans assise ni but défini, puisque tout est encore ouvert. » De là où on est, en 2019, on se dit que cette année, 1947, après l'horreur avec un grand H, ne peut être que celle du « plus jamais ça ». Et pourtant, on comprend vite que la logique n'est pas celle-là, ne sera pas celle-là. La logique, c'est celle de « la prochaine fois, c'est quand ». En 1947, le récit de la guerre n'est pas encore écrit, il est en train de s'écrire. Mois après mois, Elisabeth Asbrink reprend les événements internationaux tels qu'ils étaient vécus en 1947. Parce qu'elle est suédoise, elle ne pense pas que le prisme français est central, et parce qu'elle est femme, il y a des femmes dans son récit des 12 mois de 1947, des femmes connues, Simone de Beauvoir, sauf que là elle est sans Sartre en 1947, elle est avec un autre, un Américain, Billie Holiday, à qui on explique que finalement le jazz c'est pas une invention de musiciens noirs. J'ai appris à connaître Grace Hopper, une informaticienne qui invente la programmation, ou Nelly Sachs, une poétesse, prix Nobel de littérature, est sauvée en partie en 1940 par une autre femme de lettres, Selma Lagerlöf, autre prix Nobel de littérature, des femmes qui font l'histoire elles aussi. Et puis il y a une question dans ce livre, une question centrale qui, à ma grande confusion, je ne m'étais jamais posée. Quid des survivants des camps? Alors il y a l'Exodus, bien sûr, avec 4000 juifs dedans, qui n'arrivent pas à arriver jusqu'en Palestine, ou alors difficilement. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens qui étaient survivants des camps? Ce qu'ils voulaient, c'était pas retourner en Pologne, ou en Roumanie, ou en Allemagne. Ils voulaient aller en Grande-Bretagne ou en Amérique, sauf que là, on n'avait pas envie de les accueillir. Et puis, il y a le retour en Palestine à l'horizon, sauf que voilà ce que raconte la Grande-Bretagne aux pays européens. Elle leur dit très clairement, ne les laissez pas traverser vos territoires et franchir vos frontières, ne laissez pas leurs bateaux quitter vos ports, merci. C'est pas marrant, mais ça me rappelle quelque chose, non? Si. Cette année-là, qui semble ouverte et qui est déjà en train de fabriquer le pire de notre monde à nous, les grands de ce monde, en 47, et en peu de mots, on peut le dire clairement, ils merdent. À l'image de Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes, qui était chargé, lui, du dossier assez chaud également, celui de partager les Indes, entre l'Inde et le Pakistan. Ça se fait évidemment dans une violence absolue, et Lord Mountbatten devait avoir pour devise « vite fait, mal fait ». Il reconnaîtra quelques années plus tard, en toute sobriété, « I fucked it up ». Qu'on peut traduire, très sobrièvement, « j'ai tout merdé, indeed my lord ». Pourtant, cette lecture me paraît aussi nécessaire qu'une bonne paire de lunettes si on veut lire notre monde à nous. 2019 est le bébé de 1947, pour le meilleur et pour le pire. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud pour cette lecture. 17h54 sur France Inter, Thomas Piketty, Capital et idéologie. Je rappelle que c'est paru au Seuil, toujours livre, nous parlons. Qui, politiquement, dans le monde, en France ou dans le monde, serait susceptible d'appliquer ce que vous proposez ?
Alors d'abord, moi, j'invente absolument rien. C'est-à-dire toutes les choses dont je parle, c'est des choses qui se sont déroulées en partie au cours du XXe siècle et qui aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un mouvement vers une forme de socialisme démocratique et de dépassement du capitalisme qui a eu lieu en partie depuis la fin du XIXe siècle, qui s'est interrompu dans les années 80-90 parce que c'est vrai que le mouvement réganien, la chute de l'Union soviétique pendant un moment a fait qu'il y a eu une espèce de retour d'une foi sans limite vers le marché, mais qui aujourd'hui reprend son cours. C'est-à-dire, si vous voyez ce qui se passe... Mais donc plutôt vers les États-Unis ? Par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, vous voyez, c'est quand même intéressant. Aux États-Unis, vous avez des candidats comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders qui proposent, par exemple, de mettre en place pour la première fois aux États-Unis, ils ont déposé des projets de loi, des droits de vote pour les salariés dans les entreprises qui jusqu'ici n'avaient jamais atteint l'Amérique ou le Royaume-Uni. Ils le proposent. Ils proposent de mettre en place un impôt sur la fortune. Le SPD en Allemagne vient de remettre la création d'un impôt sur la fortune dans son programme et veut en faire une condition de son maintien dans la coalition. Les travaillistes au Royaume-Uni, c'est pareil. Et donc, la France, il y a quand même, là, avec Macron, un art du contretemps quand même assez génial. Quoi. Donc, c'est plutôt dans ces zones-là il y a beaucoup de mouvements qui se passent, et dans d'autres pays aussi. Il y a un tweet de Jean-Vincent Placé qui dit « Moi, je suis disponible pour défendre des idées que je ne comprends pas, je l'ai déjà fait. » Donc voilà, appelez-le. Thomas Piketty, derrière vous est arrivé un individu. Frédéric Fromet, bonjour. De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, j'ai reçu un texte d'Isabelle Balkany qui s'est mise au rap avec un morceau qu'elle a intitulé « Génération Zonzon ». Alors ouais, je me la raconte, mon jeu, je chie pas la honte. Non, non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. Non, non. Génération zonzon. Alors ouais, je vous emmerde, même avec 3 ans ferme. Non, non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. On a dit que j'étais fragile, voilà, du hardcore. Je reste à la tête de la ville, les Balkany bougent encore. Y'a comme un goût de tiens bon quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de pognon quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût de pourri chez les pauvres et chez les juges. Y'a comme un goût de jalousie chez ceux qui disent qu'on crut. Je me demande pas ce qui nous pousse à jamais rien lâcher. C'est pas la ville à Pamplemousse, on l'a jamais déclaré. Pas le Riyad à Marrakech, pensez-vous c'est la dèche. Pas le moulin à Giverny, on n'a pas un radis. Nous on n'a pas de métier, on n'a que le Valois-Perret. Ceux qui veulent le trône, rendez-vous dans l'octogone. Y'a comme un goût presque obscène. Et alors c'est les Hauts-de-Seine, y'a comme un goût d'Al Capone. Et alors ça vous étonne, y'a comme un goût grosse arnaque. Comme un goût de Cahuzac, y'a comme un goût de coup de pute. On connaît bien Paul Bismuth. Alors ouais le pognon, ouais les malversations. Non non, c'est pas la loi qui n'a dit technocon. Non non. J'en bafouille, génération zonzon. Me demande pas ceux qui les poussent à nous casser les couilles, à se mettre aux trousses, des petites gens qui se débrouillent. Alors ouais on magouille, ouais on tripatouille. Non non, c'est pas la loi qui nous a dicté nos codes. Non non. Génération zonzon. Y'a comme un goût de cachot aujourd'hui chez mon patoche. Y'a comme un goût de mal au dos, mais il a pas les pétoches. Y'a comme un goût de cache-cache dans les paradis fiscaux. Y'a comme un goût de crash-crash sur les gens des impôts. Me demande pas si j'aime la vie, j'aime le pouvoir plus que tout. Quand t'as Dupond-Moretti, on le paye et qu'est-ce qu'il fout? Richard Ferrand, attention, prends un avocat de compète. Toi aussi François Fillon, où tu vas choper perpète. Y'a comme un goût de trop petit, dans seulement 9 mètres carrés. On ne pourrait même pas y faire entrer Gérard Larcher. Y'a comme un goût de blabla, j'ai ces bâtards de médias. Y'a comme un douche injustice, nous on nique la police. La République c'est moi, a dit Mélenchon le fou. Alors qu'ici tu vois, le Valois-Perret c'est nous. Alors ouais le fric, ouais on trafique. Non non, c'est pas la loi qui nous a dicté nos codes. Non non. Génération zonzon. Alors ouais, je vous emmerde, même avec 3 ans ferme. Non non, c'est pas la loi qui m'a dicté mes codes. On a dit que j'étais fragile, voilà, du hardcore. Je reste à la tête de la ville, les Balkany bougent encore. Frédéric Fromet, merci et bravo, quelle performance. Vous n'avez pas facilité la tâche. Merci beaucoup Frédéric. Thomas Piketty, merci également infiniment d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle la sortie de votre livre intitulé Capital et idéologie paru au Seuil, qui ravira aussi les passionnés d'histoire, car d'histoire il y a beaucoup question. Et ça se lit très bien. C'est un peu long, mais ça se lit très bien. Oui, mais on le lit comme ça. C'est rentabilisé en tout cas. Prenez le temps. 25 €, 1200 pages, c'est le meilleur livre du marché. Il y a un bon ratio, c'est vrai. Thomas Piketty, puis futur best-seller sans doute. Merci beaucoup à toute notre équipe, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Ramzi Assadi, avec notre stagiaire Céline Dubois, François Audouin à la réalisation, et aujourd'hui à la technique, Charles Pellabon et Léo Prangère. On va se retrouver lundi avec le réalisateur Jamel Ben Salah. Messire, un sarrasin, messire. Pour ma peau et mes cheveux, j'ai envie de produits d'origine naturelle.